Bonjour à tous et merci d'être venus assister à cette soutenance de thèse. Donc, j'ai travaillé avec Banyepka Boussaïd et David Duressex au LAMCOS pendant ces 4 ans et mon but était de trouver comment la biomécanique peut aider à accroître ses performances dans le sport et plus particulièrement dans les sports de force. Mon double projet, donc pour parler un peu de moi-même, je pratique la force athlétique depuis maintenant un peu plus de 12 ans et je suis athlète. J'ai d'abord été athlète, je suis devenue arbitre et je suis aussi coach diplômé et coach des équipes de France. Et d'un autre côté, j'ai suivi un parcours d'ingénieur avec une prépa et ensuite j'ai intégré l'INSA Lyon en génie mécanique et j'ai enchaîné par ce doctorat en biomécanique. Alors, pour vous présenter, certains connaissent très bien, d'autres un peu moins. Donc, voici de l'haltérophilie. Le but en haltérophilie, c'est de mettre une barre au-dessus de la tête en 2 mouvements qui sont l'arraché, où on va partir du sol et mettre directement en l'air, ou l'épaulé jeté, où on va passer d'abord par les clavicules et ensuite on va jeter une barre en l'air. L'haltérophilie, c'est aux Jeux Olympiques jusqu'à Paris 2024 et ça demande certes de la force, mais surtout beaucoup de qualité de vitesse et de technique. Il existe un autre sport qui s'appelle la force athlétique ou powerlifting, où cette fois-ci, on va avoir la barre qui va être sur les épaules et on va effectuer un mouvement de flexion-extension des membres inférieurs qu'on va appeler le squat. Contrairement à l'haltérophilie, on n'a quasiment aucune qualité de vitesse en force athlétique. Par contre, c'est de la force pure et bien sûr, il y a une part de technique. Pratiquant moi-même la force athlétique, j'ai fait le choix de travailler sur cette activité et notamment parce que depuis que je pratique, j'ai pu voir que des gens qui s'entraînaient, qui étaient différents, on leur demandait de faire la même chose et ça m'a pas paru normal. Donc si on regarde par exemple 2 athlètes de l'équipe de France, Antoine à gauche et Nicolas à droite, on va voir que lorsqu'ils effectuent un squat, au niveau de la position de départ, déjà Antoine va avoir la barre qui est assez haut sur le trapèze, alors que Nicolas va être beaucoup plus basse. Et l'écartement des pieds, Antoine a les pieds serrés, alors que Nicolas a les pieds très écartés. De même, en position basse, Antoine va être plutôt droit avec une faible avancée des genoux, tandis que Nicolas va être très incliné avec une avancée des genoux qui est beaucoup plus importante. Alors, pourquoi ils ont 2 techniques différentes? Tout simplement parce que la technique, elle peut être influencée par la taille, la longueur des membres, la mobilité, etc. Et c'est ce qu'on appelle l'anthropométrie. Ici, vous avez 4 membres de l'équipe de France féminine et 4 membres masculins qui font exactement le même mouvement. Ils sont tous en équipe de France, ils sont tous les meilleurs, ce qui se fait de meilleur au niveau international. Et pourtant, il n'y en a pas un qui effectue le mouvement de la même manière. Donc, comme je vous ai dit, on appelle ça l'anthropométrie. Et c'est ce constat qui a amené donc le but d'optimiser le mouvement selon les caractéristiques physiques de la personne. Concernant le plan, tout d'abord, je vais faire une revue de littérature et vous présenter quelques généralités. Ensuite, on s'intéressera à la partie modélisation, puis expérimentation. On confrontera les résultats de ces 2 parties dans un 4e temps et finalement la synthèse et conclusion. Donc, généralité et revue de littérature. Tout d'abord, on va aborder quelques notions de base de biomécanique, puis on s'intéressera à la littérature sur le squat que vous avez vu, puis le powerlifting en général, et enfin sur l'optimisation du mouvement dans le sport. Alors déjà, qu'est-ce que la biomécanique? La biomécanique, c'est la mécanique, nous, comme on l'a vu, en tout cas, c'est la mécanique appliquée au corps humain. C'est-à-dire que vous pouvez voir un bras qui va faire, par exemple, un biceps curl, et nous, on va essayer de s'intéresser à ce bras, non pas comme des os et des muscles, mais comme des axes, des pivots et des cordes qui tirent, etc. On va vraiment s'intéresser, simplifier, pour s'intéresser comme si c'était de la mécanique. Les notions qui vont nous intéresser ici, ce sont d'abord le centre de masse. C'est la position moyenne du système proportionnellement à la masse de chaque partie. Chez un individu lambda, le centre de masse il se situe à peu près au niveau du nombril. Par contre, bien sûr, dès qu'on va mettre une barre sur les épaules, le centre de masse il va avoir tendance à monter pour se rapprocher de la barre. Et comme vous pouvez l'imaginer, plus on va mettre lourd sur les épaules, plus le centre de masse il va se rapprocher du centre de la barre.
Ensuite, la surface d'appui, aussi appelée surface de sustentation, c'est l'air qui relie les points d'appui du système. Donc sur une chaise, c'est facile, c'est l'air entre les 4 pieds. Et sur un humain, c'est l'air entre les 2 pieds quand on va faire un squat. Et on va voir que c'est important, notamment parce que la projection du centre de masse au sol, qu'on va appeler le centre de pression, s'il sort de cette zone d'appui, vous êtes tous déjà balancés sur une chaise, tant que le centre de masse il est au-dessus de la zone d'appui, tout va bien. Mais par contre, si le centre de masse il a tendance à sortir, on va tomber. C'est important parce que en force athlétique, quand on a 200, 300 kilos sur le dos, c'est mieux de contrôler la position du centre de pression et on en parlera plus tard parce que c'est un point qui a été largement étudié dans cette thèse. Ensuite, au niveau anatomie, les plans du mouvement. Alors, il existe le plan frontal, donc quand on regarde quelqu'un de face. Ensuite, de profil, c'est le plan sagittal. Et finalement, si on coupe au niveau du nombril et qu'on regarde d'en haut, c'est le plan transversal. Nous, ce qui va nous intéresser pour étudier le mouvement du squat, ça va être le plan sagittal, donc la vue de profil, avec deux mouvements qui sont effectués dans ce plan. C'est la flexion, quand on va rapprocher deux membres, et l'extension, quand on va les écarter. Notre cas d'étude, donc, vous avez pu voir, c'était une personne qui fait du squat. Et si on regarde les notions vues précédemment, on voit bien que on est de profil. On va avoir flexion et extension au niveau cheville, genou et hanche. Au niveau de la force, on a notamment le poids de la tête et le poids de la barre. Le centre de masse, pour l'instant, je vais juste vous parler du centre de masse de la barre, mais il y a aussi le centre de masse de l'athlète. Et on peut voir, du coup, que on a la projection du centre de masse qui est le centre de pression qui doit être au-dessus du pied. Et on va ensuite avoir des couples au niveau des articulations pour justement effectuer ce mouvement et être capable de soulever la charge la plus lourde possible. Pour ce qui est de la revue de littérature, donc on s'est intéressé d'abord à trois domaines qui sont le powerlifting en général, le squat plus précisément, et ce qui se faisait en modélisation et simulation du mouvement. Pour le powerlifting, une revue de littérature avait été faite en 2019 qui était assez complète. Donc, les paramètres qui étaient étudiés dans celle-ci, c'était la programmation, comment est-ce qu'on entraîne un athlète, une échelle de difficulté qui s'appelle le RPE. On s'est aussi intéressé au développé couché, qui est un autre mouvement de la force athlétique, le matériel d'assistance, les blessures. Mais nous, ce qui nous intéressait plus particulièrement, c'était le squat et la relation entre anthropométrie et performance. Alors, les limites sont que, concernant le squat, la seule étude qui avait été faite sur le squat, c'était une étude où on demandait à des haltérophiles, d'une part, donc comme vous avez pu voir, ils vont avoir une flexion-extension des membres, mais ça ne va pas être leur mouvement de compétition. Donc, on a demandé à des haltérophiles de faire un maximum, de soulever la charge la plus lourde possible, et on a demandé à des powerlifters, dont c'est le mouvement de compétition, de soulever la charge la plus lourde possible, et on a dit eh ben, les powerlifters, ils sont meilleurs que les haltérophiles. Ce qui peut paraître assez normal, étant donné que pour un groupe, c'est le mouvement de compétition et pour l'autre, non. Pour ce qui était de l'anthropométrie, on a regardé les facteurs de performance et le seul facteur qui avait été trouvé, c'est que la performance au squat était liée à la largeur des hanches et à l'IMC. Donc là aussi, c'était assez loin des paramètres qui nous intéressaient. Et nous, notre objectif était vraiment d'analyser les paramètres cinématiques et de prendre en compte d'une manière plus pointue les caractéristiques physiques de chaque individu et pas uniquement l'IMC, mais surtout les longueurs de segments. Ensuite, on a regardé le squat en général, parce que le squat, quand on se lève d'une chaise, quand on s'assoit et quand on se relève, c'est un squat. Donc, on a regardé toutes les études qui avaient été faites sur le squat et pas que sur des compétiteurs en powerlifting. Et là aussi, il y avait plusieurs paramètres étudiés. Les principaux freins ont été que la plupart des études étaient faites sur des loisirs, donc qui n'ont pas la même maîtrise du mouvement et les mêmes objectifs de performance. Et comme vous pouvez le voir ici sur cette figure, en fait, on va imposer des conditions à chaque athlète. Donc là, on va lui dire, tu vas squatter avec les pieds serrés et ensuite, tu vas squatter avec les pieds écartés. Comme vous avez pu le voir sur les photos de Nicolas et d'Antoine,
vous vous doutez que si je demande à Nicolas de squatter, alors qu'il a l'habitude de squatter comme ça, de squatter avec les pieds serrés, il va être moins fort. Et pareil pour Antoine, si je lui demande de faire un mouvement qui est non naturel, il va certainement être moins fort et ça sera moins fluide. Donc nous, notre but, c'est vraiment de s'intéresser d'abord à des athlètes de niveau élite et surtout d'avoir des conditions, ce qu'on appelle écologiques, c'est-à-dire qui se rapprochent le plus possible de ce qu'ils vont faire en compétition. Et bien sûr, avec ce qu'on a dit précédemment, les mesures anthropométriques. Au niveau de la modélisation, l'état actuel de la recherche est que le squat est étudié principalement dans le plan sagittal, donc de profil, en 2D. On considère qu'on a des segments rigides, On va avoir soit 3 ou 4 segments rigides, et on va avoir soit des modèles squelettiques, donc c'est-à-dire on va juste regarder les os et les articulations, soit des modèles musculo-squelettiques. La plupart des modèles musculo-squelettiques, ils sont faits avec un logiciel qui s'appelle OpenSim. Le problème est qu'on ne peut pas contrôler tous les paramètres sur ce logiciel, qui est parfois une boîte noire, c'est-à-dire que les insertions, notamment au niveau musculaire, c'est quelque chose de standard, et on sait que les insertions musculaires ne sont pas les mêmes chez tous les athlètes. Donc, notre but, c'était de prendre ce qui se faisait dans toutes les études, notamment le système 2D et le modèle mécanique, mais par contre, de développer nous-mêmes un modèle en utilisant non pas OpenSim, mais un langage qu'on avait choisi. En l'occurrence, ça a été MATLAB. Ensuite, on a voulu s'intéresser à ce qui était simulation et optimisation, et un seul article avait traité ce sujet, la simulation, et on a repris plus tard une partie des méthodes de cet article pour nous aussi faire de la simulation et essayer d'optimiser ce mouvement du squat. Suite à l'état de l'art, l'objectif de cette thèse, c'est donc de développer un modèle mécanique qui soit personnalisé et optimisé et de le tester sur des athlètes élites en conditions écologiques le mouvement pour ensuite comparer et voir si les hypothèses faites sur le modèle sont vérifiées ou non. La deuxième partie, donc, la modélisation, donc avec le développement du modèle et ensuite le calcul de trajectoire et l'optimisation. Les étapes de développement du modèle, c'est d'abord de passer de l'athlète et choisir ce que je vais garder ou non pour passer au modèle, puis les hypothèses que j'ai choisies et ensuite le développement. Donc, quelqu'un qui fait un squat, ça ressemble à peu près à ça. Et nous, au final, à la suite de notre modèle, on va avoir donc un modèle qui sera à 4 barres avec le pied, tibia, fémur, et ensuite le tronc avec la barre qui va être fixée sur le tronc. Donc, j'ai un modèle avec 4 segments. Les hypothèses, je vais passer rapidement dessus, on pourra en reparler après. Donc, ces segments rigides, comme je vous l'ai dit, on décide que les articulations vont être des pivots parfaits. On s'intéresse uniquement à la face concentrique du squat parce que quand on prend une barre sur les épaules, qu'on descend, ça, tout le monde y arrive. Le plus dur, c'est de remonter, évidemment. La répartition de la masse, on s'est intéressé à des données radio d'un athlète qu'on avait, parce qu'il faut savoir que dans la littérature, la répartition de la masse sur les segments, elle est faite souvent à partir de données cadavériques, ce qui est un peu moins juste que si on prend des données qui viennent d'un athlète. Et finalement, pour la position des centres de masse de chaque segment, on a pris cette fois-ci la littérature. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure du centre de pression et du centre de masse, on va faire d'abord la première hypothèse qui sera testée, que le centre de pression, il va toujours être immobile au milieu du pied, ici pendant tout le mouvement. Une fois que j'ai fait toutes ces hypothèses, je crée mon modèle. Donc, tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai stocké les données morphologiques, donc la taille, la longueur des segments, la répartition de la masse, etc. Puis, je place le pied, à savoir que, contrairement aux autres études, j'ai mis un paramètre d'angulation parce que la position du pied, elle va varier selon si on a des chaussures plates ou si on a des chaussures avec un petit talon. Donc ça, c'était un paramètre. Ensuite, j'ai regardé dans la littérature la mobilité qu'on va avoir au niveau de la cheville, donc à quel point je peux avancer le genou. Et du coup, je discrétise et je dis, ça, c'est toutes les positions admissibles par le tibia.
À partir de là, je place le fémur, l'inclinaison du fémur à -5 degrés par rapport à la parallèle pour respecter ce qui est demandé en compétition de force athlétique, d'avoir une descente assez profonde. Donc, j'ai choisi ce critère-là après avoir mesuré sur des photos d'athlètes. Et j'ai placé, dans un premier temps, le buste en position droite. Puis, j'ai calculé l'angle qui était nécessaire au niveau du buste pour avoir le centre de pression au-dessus du le centre de pression au niveau du milieu du pied. Et à partir de là, je vais avoir donc une grosse base de données avec toutes les positions admissibles pour chaque inclinaison du fémur. Donc ici, on voit j'ai le fémur qui est sous la parallèle. Et au fur et à mesure, je vais redresser jusqu'à avoir le fémur vertical qui était pour moi, qui signifiait la fin du mouvement. Une fois que cette partie a été faite, j'avais une grosse base de données, mais avoir des positions, c'est pas tout. Il faut passer à la trajectoire. Donc, j'ai essayé plusieurs critères. Au début, je me suis dit, si je minimise la somme des valeurs absolues des couples à chaque articulation, ça va me donner la trajectoire idéale pour que l'athlète force le moins possible. En réalité, comme vous pouvez le voir ici, ça donne une trajectoire qui n'est pas du tout réalisable. Notamment parce que pour plusieurs positions, pour plusieurs inclinaisons du fémur, pardon, je vais avoir la somme des couples qui est la même, quelle que soit la position du tibia. Donc, mon algorithme, il va choisir au hasard, il va prendre une donnée. Au final, j'ai quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc, cette fois-ci, j'ai essayé de faire des sommes pondérées. D'abord, en me disant, je veux économiser un peu les genoux. Sauf que quand je fais ça, j'arrive à une position qui est extrême. Si vous voyez ici, en fait, la position bleue, c'est celle qui est extrême avec les genoux le plus reculés possible. Puis, si je lui dis, je voudrais avoir un plus grand coefficient aux hanches pour éviter d'avoir un effort trop important aux hanches, je vais passer directement à l'opposé, à la position opposée. Donc, on s'est dit peut-être avoir une répartition qui soit plus équilibrée entre le couple au genou et le couple aux hanches. Ou alors, le dernier critère qu'on a testé, c'est celui pour chaque inclinaison du fémur, de prendre la position pour laquelle la barre est la plus haute dans le dos. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte en calculant l'énergie mécanique que l'énergie mécanique qu'on va dépenser en faisant un squat, elle est grandement liée à l'énergie potentielle de la barre, c'est-à-dire que plus la barre elle va avoir un grand déplacement entre la position initiale et la position finale, plus je vais devoir dépenser de l'énergie pour faire le squat. Donc on s'est dit, si la barre elle a la distance la plus petite possible, ça devrait être, je devrais minimiser l'énergie. Mais comment savoir quelle solution est optimale? Là, on a replongé dans la littérature et on a trouvé une fonction coût qui est utilisée pour évaluer le coût du geste sportif, notamment sur des gestes sportifs où j'ai la même position d'arrivée que la position de départ, ce qui est le cas quand on fait un squat. À partir de là, j'ai pu mettre donc un coût énergétique en joules sur toutes mes trajectoires et j'ai vu que ce que je pensais, la position avec la barre la plus haute à chaque fois, c'est celle qui semblait minimiser l'énergie. Mais là aussi, c'est poser la question, est-ce qu'il n'existe pas une trajectoire qui minimise encore plus cette énergie? Donc, comment faire? Si oui, comment faire pour la connaître? La première option était de tester toutes les trajectoires, sauf que, vu la taille de ma base de données, j'en avais pour 10 puissance 160 années environ. Donc, un peu trop long pour la tête. On s'est donc intéressé à une deuxième option, c'était utiliser un algorithme d'optimisation. Et c'est notamment ce qui avait été fait dans l'article que j'avais trouvé sur la simulation du mouvement. L'algorithme d'optimisation que j'ai choisi d'utiliser, c'est l'algorithme génétique. Alors, pour faire simple, si j'ai une population de base d'ours qui sont tous des ours marrons, et que, au fur et à mesure des générations, quand ils vont se reproduire, il y a des parents qui vont donner des ours marrons, et puis des fois, il va y avoir une petite mutation, et il y a un ours qui sera plus clair que les autres, ou un ours qui sera plus foncé. Sauf que l'ours qui est plus clair, en l'occurrence, il va mieux s'adapter au milieu. Donc, il va avoir tendance à mieux se reproduire. Alors que l'ours qui est plus foncé, il n'est pas adapté au milieu, donc lui, il va mourir plus vite. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le principe de l'évolution. C'est qu'au fur et à mesure des générations, je vais aller vers une population qui est plus adaptée et donc que des ours blancs. C'est le même principe avec les girafes qui vont avoir le cou de plus en plus long. Moi, comment j'ai fait?
j'ai pris une population initiale avec ce qu'on va appeler des parents, donc des trajectoires aléatoires parmi tout ce qui était disponible dans ma base de données. J'ai évalué le coût de ces trajectoires. J'ai gardé les meilleurs. À partir de là, j'ai fait des croisements. Donc, j'ai dit, toi, tu vas être le papa, toi, tu vas être la maman. On va mélanger un peu. Ensuite, on va faire des mutations. Donc, comme on a dit, c'est-à-dire que je vais choisir des parents au hasard et je vais dire qu'il va y avoir une petite différence qui est aléatoire. Et au fur et à mesure, en fait, je vais générer une nouvelle population qu'on va appeler des enfants. Là, je vais évaluer à nouveau le coût énergétique des enfants et garder les meilleurs. Au fur et à mesure des générations, soit quand j'ai fait 15 passages sans amélioration, soit quand j'ai fait 500 passages, je vais sortir et regarder si j'ai donc une trajectoire qui est optimisée. En l'occurrence, ici, vous avez le coût en joules en fonction des itérations et vous pouvez voir que je suis passée de quasiment 1820 joules à un peu moins de 1700 joules et j'ai une trajectoire ici qui semble réaliste, en tout cas continue. Donc, on peut dire que mon algorithme génétique y converge, que j'ai un modèle qui donne des trajectoires réalistes et maintenant, le but, ça va être de comparer ces trajectoires-là avec ce que font des athlètes de haut niveau à l'entraînement. Pour l'expérimentation, les objectifs étaient donc de collecter des données anthropométriques pour personnaliser le modèle et de tester par l'expérimentation certaines hypothèses, dont le fait que le centre de pression soit immobile au niveau du milieu du pied. Et bien sûr, d'extraire aussi des données biomécaniques pour pouvoir comparer l'expérimentation d'une part et la modélisation d'autre part. Le matériel utilisé pour l'expérimentation, le matériel sportif, donc j'ai pris ce qui était utilisé en compétition, donc barres, poids et serrage calibré, puis tout le matériel que les athlètes ont le droit de mettre ou non. Donc on a des genouillères, des bandes de poignet, une ceinture, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir soit une chaussure avec un petit talon surélevé, soit une chaussure plate. Ensuite, au niveau du matériel scientifique, j'avais 6 caméras OptiTrack Flex 13 qui sont pilotées par le logiciel Motive et j'avais une plateforme de force Bertec qui faisait 40 par 60 cm. Donc ici, vous pouvez voir que les marqueurs sont posés sur le sujet et en fait, je peux voir sur mon logiciel la position des marqueurs. Les deux sujets qui ont été étudiés sont deux volontaires qui faisaient partie de l'équipe de France. Les critères d'inclusion, c'était de pratiquer donc la force athlétique dite classique, d'avoir au moins 1 an d'expérience au niveau international et pour avoir des conditions écologiques sans forcer les athlètes à faire une séance parce que ça peut les perturber dans leur préparation pour les grosses échéances. Je leur ai simplement demandé s'ils avaient une séance de squat avec au minimum 75% de leur maximum estimé du moment, ou alors sur une échelle de difficulté appelée le RPE, qu'on soit à peu près à du RPE 7, ce qu'on considère être quand même un effort assez conséquent. Pendant l'expérimentation, j'ai d'abord installé toutes les caméras, ainsi que la plateforme. On a mis le sol à niveau parce que quand on a une barre chargée lourde sur les épaules, c'est pas possible de monter ou descendre sur la plateforme, ça pourrait être dangereux. Donc le but était d'avoir le sol plat. Puis, les caméras sont calibrées. Ensuite, une fois que l'athlète va commencer sa séance, je note son poids de corps ainsi que le poids de la barre. Je le laisse faire son échauffement cardiovasculaire comme il a l'habitude de le faire, là aussi pour avoir des conditions aussi écologiques que possible. On va lui poser les marqueurs donc, qui sont les petits points que vous voyez là sur des repères anatomiques et on va le laisser faire son échauffement, ce qu'on appelle la montée en gamme, avec des poids de plus en plus lourds donc sur les épaules, en testant le matériel pour être sûr que ça ne le perturbe pas. Et lorsqu'on va faire les acquisitions, donc l'athlète va se placer sous la barre, comme vous pouvez le voir là à droite. Une fois qu'il est prêt à sortir la barre des supports, je vais lancer les acquisitions. On va taper la plateforme de force avec le talon, avec un marqueur sur le talon pour synchroniser la plateforme de force et les caméras. Puis, on va laisser l'athlète sortir la barre du support, faire sa flexion de jambe.
se tenir droit, immobile, et lorsqu'il aura terminé, on coupe les acquisitions et on le laisse reposer là-bas. Au niveau du traitement des données, le logiciel Motif permet donc d'avoir la position en 3D de tous les marqueurs qui sont posés sur l'athlète. Nous, à partir de ça, j'ai extrait uniquement leur position dans le plan sagittal. J'ai fait en sorte que j'ai changé l'origine pour faire en sorte que ce soit le marqueur qui était au niveau du 5e métatarse qui soit le point 0 de notre mouvement. Puis, j'ai calculé les longueurs de segments. Donc, toujours par rapport à la position des marqueurs, j'ai pu dire, tiens, celui-là, il a le fémur plus long, celui-là, il a le tibia plus court, et avoir des données chiffrées. Puis, on a calculé les positions de chaque articulation, les angles, et à partir de ça, avec une échelle de temps qui était reliée à la fréquence d'acquisition et la répartition de la masse corporelle, j'ai pu savoir donc les couples à chaque articulation en fonction du temps, qui sont les courbes donc, que vous pouvez voir à droite. Ce que j'ai sorti sur mes deux sujets, les 3 paramètres qui m'intéressaient particulièrement étaient d'abord la distance entre l'orteil et le centre de pression en fonction du temps. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais fait l'hypothèse que cette distance, que le centre de pression, il était fixe au niveau du milieu du pied pendant tout le mouvement. Et en fait, je me rends compte par l'expérience que ça n'est pas le cas. Et j'ai des mouvements qui sont de plusieurs centimètres. Là, j'ai 5 centimètres pour mon sujet masculin et un peu moins 4 centimètres pour mon sujet féminin. Donc, à l'échelle d'un pied, 4-5 centimètres, c'est quand même déjà pas négligeable. Ensuite, pour ce qui était de la vitesse angulaire du fémur, je vois que la vitesse angulaire, elle n'est pas constante et que j'ai une chute avant d'avoir une augmentation. Et j'ai les données de coupe maximale au niveau cheville, genou et hanche, qui pour l'instant ne nous donnent pas vraiment d'indications, mais qui seront intéressantes quand on va les comparer avec la modélisation. Donc, suite à l'expérimentation, j'ai un protocole reproductif qui a été mis en place, c'est-à-dire que si quelqu'un veut refaire la même expérience, c'est possible. J'ai réussi à faire des acquisitions sur des athlètes de niveau élite en conditions écologiques, c'est-à-dire sans perturber leur entraînement, en m'insérant vraiment dans leur entraînement pour avoir les données les plus écologiques possibles. J'ai extrait des données morphologiques et maintenant, je vais comparer ces données expérimentales avec les données du modèle. Et c'est ce que je vais appeler la partie confrontation. Donc, suite à la partie expérimentation, je vais ajuster le modèle et notamment la position du centre de pression. Puis, je vais utiliser les données anthropométriques pour personnaliser mon modèle. Parce qu'au début, j'avais un modèle générique. J'ai pris un homme de 1,80 m, ça fait à peu près ce poids-là et ça a à peu près ces dimensions-là au niveau des longueurs de segments. Mais là, grâce à mon expérimentation, je peux avoir les données exactes et je veux mettre ces données exactes dans mon modèle pour simuler le mouvement et voir si le mouvement que je simule et le mouvement que fait l'athlète de niveau international, ce sont les mêmes ou non. Ici, vous pouvez voir à droite que lorsque j'ai la flexion-extension, c'est ce qu'on a vu déjà précédemment, j'ai le centre de pression qui va bouger. C'est en fait l'origine de l'athlète, vous avez vu qu'elle bougeait sous le pied pendant le mouvement. Donc, j'ai choisi de rajouter un degré de liberté, c'est-à-dire de faire en sorte que maintenant, le centre de pression il soit non pas fixe au niveau du milieu du pied, mais qu'il puisse être des orteils jusqu'au talon, ce qui va encore agrandir ma base de données. À partir de là, donc, j'extrais, comme je vous ai dit, les longueurs de segment, la masse corporelle, la hauteur de la barre dans le dos de l'athlète, ainsi que la masse de la barre sur mon expérimentation. Je vais les mettre dans mon algorithme d'optimisation. Je vais faire tourner mon algorithme génétique là-dessus et je vais avoir donc les résultats. Je vais pouvoir comparer ce qu'on a vu précédemment, donc la vitesse angulaire du fémur, le couple maximum par articulation et la position du centre de pression. Et à droite, vous avez en temps réel la vidéo avec à gauche la modélisation et à droite l'expérimentation. Ici, on va regarder rapidement le kinogramme. Donc, ça va nous donner juste une idée des stratégies motrices. Je vois que à gauche, à chaque fois, je vais avoir la modélisation et à droite l'expérimentation.
Donc, je me rends compte que j'ai des mouvements qui sont réalistes pour la partie modélisation. Par contre, je vais avoir des différences notables, notamment au niveau de la position du genou. Ici, le tibia, il ne va pas bouger pendant quasiment tout le mouvement, alors que je vois bien que chez l'athlète, je vais avoir les genoux qui vont reculer. Et c'est la même chose sur mon sujet masculin. Je vais avoir des mouvements au niveau du genou qui sont différents. Pour ce qui est de la vitesse angulaire du fémur, j'avais donc fait l'hypothèse, moi, pour ma modélisation, que la vitesse angulaire du fémur, elle était constante dans le temps. Et en fait, je me rends compte par l'expérimentation que c'est pas le cas. Le fait est que la vitesse angulaire du fémur, elle est liée aussi à la vitesse de la barre. Et j'ai trouvé une étude sur la vitesse de la barre qui montre que je vais avoir d'abord au début de la montée un premier maximum de vitesse, puis ensuite ce qu'on avait appelé le sticking point, c'est-à-dire que donc, je fais mon squat, là, je commence à accélérer, là, je vais avoir le point dur où ça va vraiment ralentir, et après, j'ai un deuxième maximum où je vais réengager. Donc, ma courbe, j'arrive à expliquer cette différence. Par contre, je sais que la courbe de vitesse, c'est quelque chose qui est très personnel et c'est dur à ajouter dans mon modèle puisque si je rajoute quelque chose de générique, j'aurai plus un modèle qui sera totalement personnalisé. Ensuite, pour ce qui est des couples maximum à chaque articulation, je vois que sur mes deux sujets, à chaque fois, pour la cheville, je vais avoir la simulation qui va avoir tendance à surestimer le couple à la cheville et à sous-estimer par contre le couple à la hanche. Si vous regardez en haut à droite un peu les muscles qui sont extenseurs de la cheville et extenseurs de la hanche, vous allez voir que le fessier, qui est le muscle le plus puissant du corps humain, ça semble normal qu'il arrive à produire plus de couples que les petits muscles qui sont responsables de l'extension de la cheville. Sauf que moi, mon algorithme, il ne connaît pas les masses musculaires. Donc, ça pourrait être intéressant de renforcer cet algorithme avec un rapport contraction demandée sur contraction disponible. Mais là aussi, pour avoir la contraction disponible à chaque articulation, j'ai cherché un peu dans la littérature et j'ai pas trouvé de données exactes. Et je pense aussi que ces données, bien sûr, sont personnelles, c'est-à-dire que certains vont avoir plus de force que d'autres au niveau de chaque articulation. Finalement, le centre de pression. Quand j'ai ajouté la mobilité, je me suis dit, bon, bah, mon modèle, il va faire comme l'expérimental. Je vais avoir le centre de pression qui va être sous l'avant du pied au début du mouvement et qui va reculer vers le talon au fur et à mesure. Et en fait, quand je rentre ce paramètre dans ma simulation, je vois que j'ai l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire que le centre de pression, selon la simulation, il devrait être au niveau du talon quand je suis en bas du mouvement et s'avancer vers la pointe de pied au fur et à mesure que je monte. La première réflexion, ça a été, il y a une erreur dans le modèle, c'est pas possible. Mais après réflexion, si vous regardez, je vais vous le montrer peut-être avec la souris, si vous regardez ici, vous avez exactement la même inclinaison du fémur à droite et à gauche. Par contre, quand j'ai le centre de pression qui est sur l'avant du pied, je vais avoir une hauteur de barre qui est plus faible que quand je vais avoir le centre de pression qui est sur l'arrière du pied. Et comme je vous ai dit précédemment, mon but, c'est d'avoir la barre quand même assez haute pour minimiser l'énergie. Ça paraît logique d'avoir le centre de pression qui soit sous le talon au niveau de la position basse. Donc, il a fallu essayer d'expliquer ce point-là. On a cherché plusieurs pistes et on a mis tout le monde à contribution au laboratoire pour essayer d'expliquer cette différence entre la simulation et l'expérimentation. La première idée qu'on a eue, c'est que c'est un problème de coutume. Les Européens, on n'a pas l'habitude d'être en flexion complète ou en position squat, alors que par exemple, des personnes qui habitent l'Asie, ce qu'on appelle le Asian squat, c'est en fait une position de repos. Donc, vous allez avoir des gens dans la rue qui sont assis comme ça. Et donc, on s'est dit, si on prend une population asiatique, ils vont avoir plus de mobilité et je vais retrouver les courbes que j'avais par la simulation. J'ai fait passer une vingtaine de personnes du laboratoire et en fait, la position du centre de pression, qui est le trait bleu par rapport à flexion-extension de hanche,
j'ai pas réussi à trouver une corrélation entre les habitudes des personnes et leur mode de vie et la position du centre de pression. Donc, on a abandonné cette hypothèse. La deuxième hypothèse était que j'ai une meilleure stabilité à l'avant du pied, notamment parce qu'à l'avant du pied, j'ai les orteils. Donc, si je pars un peu trop à l'avant du pied, je peux appuyer sur les orteils pour contrebalancer. Pour vérifier cette hypothèse, je me suis intéressée à la littérature, notamment sur la manutention, donc les personnes qui ont l'habitude de soulever des charges. Et tous les résultats que j'ai eus sont que le centre de pression doit être situé au niveau du milieu du pied pour être le plus stable possible. Donc là aussi, hypothèse non concluante. Ensuite, on s'est dit que quand on faisait une flexion, je vais avoir besoin d'une certaine marge parce que quand je vais être en position basse et que je vais commencer à pousser, l'extension du genou va faire reculer le centre de pression. Donc, c'était peut-être pour avoir cette marge-là qu'il fallait avoir le centre de pression sur l'avant du genou. J'ai refait une simulation avec une flexion plus profonde et on a regardé de plus près l'expérimentation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au début de l'extension du genou, je vais avoir une flexion de la hanche qui va contrebalancer cette extension et qui permet de garder le centre de pression toujours au même point. Donc là aussi, hypothèse non concluante. La dernière hypothèse sur laquelle on a manqué de temps et qui nous est venue à l'idée est que pour contracter donc les muscles des mollets, on a besoin d'avoir un certain bras de levier. Par exemple, ça va vous parler peut-être un peu plus, on fait tous du vélo. Et si vous mettez le talon sur la pédale, vous arrivez à pédaler. Par contre, naturellement, je ne vais pas mettre le talon sur la pédale, je vais mettre plutôt l'avant du pied un peu sur la pédale. Donc, est-ce que le fait de mettre l'avant du pied, ce qui semble être pour recruter plus de muscles dans le cyclisme, c'est pas la même chose que vont faire les athlètes quand ils vont faire un squat pour recruter la plus grosse masse musculaire possible et donc arriver à soulever les charges les plus lourdes possibles. C'est la dernière hypothèse qu'on a eue. On a manqué de temps pour faire des expériences là-dessus, mais par contre, en discutant avec des cyclistes, c'est en tout cas ce qui semblait naturel, mais ça serait une piste à creuser. Donc, suite à la confrontation entre la simulation et l'expérimentation, je vois que j'ai des résultats qui sont quand même du même ordre de grandeur. J'ai pas quelqu'un qui fait un squat et l'autre qui se met à marcher. Enfin, j'ai quand même à peu près des résultats qui sont concluantes. Par contre, j'ai plusieurs différences notables, certaines que j'arrive à expliquer facilement, notamment au niveau des couples maximales à chaque articulation. Par contre, j'en ai un qui a été plus dur à expliquer, qui est la position du centre de pression. La conclusion de ce travail en 3 points, donc d'abord une synthèse de ce qui a été fait, puis les limites de notre travail et enfin les perspectives. La littérature sur le powerlifting et plus précisément sur le squat en compétition, elle est assez rare et les études qui sont faites sur le squat, souvent, elles sont pas en conditions écologiques. Et comme je vous l'ai dit, si c'est pas des conditions écologiques, la plupart des athlètes de haut niveau ne sont pas volontaires pour ces expérimentations. Donc, on manque de données. Concernant la modélisation, on a réussi à développer un modèle qui soit personnalisable et un algorithme d'optimisation qui converge. Puis, le protocole écologique a été mis en place pour l'expérimentation et on a eu la chance d'avoir 2 athlètes de niveau international qui ont participé à l'expérimentation. Et finalement, quand je confronte les résultats expérimentaux et de la simulation, je vais avoir des différences qui sont explicables, sauf un point qui est celui du centre de pression. L'objectif de cette thèse, au départ, c'était d'avoir un transfert au terrain possible, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais ce sont des pistes à creuser. Au niveau des limites, donc, comme on a vu précédemment, je considère que la vitesse est constante au niveau de l'extension, ce qui en fait est faux. Et donc, peut-être, ça serait possible d'ajouter une courbe de vitesse. Puis, on a vu au niveau des couples, pareil, que les extenseurs de la hanche vont être plus puissants que les extenseurs notamment de la cheville. Donc, ça serait intéressant d'ajouter un ratio couple utilisé sur couple disponible. Il faudrait aussi passer en 3D. Malheureusement, en l'état, c'était impossible vu le temps de calcul actuel. Le passage sur un modèle
musculo-squelettique, ça permettrait peut-être de régler justement ce problème de position du centre de pression. Mais comme on a dit précédemment, c'est dur de personnaliser les bras de levier internes parce qu'il faudrait faire des échographies pour savoir exactement où les muscles s'insèrent et quelle force ils ont. Et finalement, un gros point limitant, ça a été qu'on n'a eu que 2 sujets. Donc, ça serait intéressant d'avoir plus de sujets pour avoir des résultats plus significatifs et aussi d'avoir plus de matériel, notamment au niveau de la plateforme de force, parce que là, la plateforme était trop petite pour pouvoir mettre 2 pieds dessus. On n'a pu mettre qu'un pied dessus, donc au final, on n'a pas utilisé les résultats de la plateforme. C'était juste à titre indicatif. Les perspectives donc pour ce travail, ça serait le passage en 3D, moyennant une augmentation des capacités de calcul, de changer la fonction coût avec notamment des contraintes qui soient liées au risque de blessure, puisque c'était aussi une des ambitions de cette thèse qui n'a pas pu être atteinte, et de passer à un modèle musculo-squelettique à partir de données individuelles, notamment avec les insertions musculaires. Et finalement, le point sur lequel j'ai passé le plus de temps et qui semble intéressant, ça serait l'approfondissement de la recherche sur le centre de pression, parce que pour en avoir parlé avec des chercheurs en conférence, c'est quelque chose, un point qui n'avait pas été étudié avant et qui pourrait être intéressant. Merci de votre attention et si vous avez des questions, je suis à vous.